Et l'analyse, c'est avec Rémy Tel. Bonjour Rémy Tel. Bonjour Richard de bonjour à tous. Alors, vous Comme avez décidé de nous... dites-moi, allez-y, Ah, allez-y, pardon. pardon, vous avez décidé de nous parler aujourd'hui de ces politiciens qui s'acharnent, qui s'accrochent, qui ne veulent pas lâcher le manche, qui refusent de mourir. Et là, pour une fois, on serait presque tenté de les euthanasier, Exactement, politiquement. Richard. Et comme souvent, l'idée de cette chronique m'est venue de la lecture du Figaro. Enfin, en règle générale, je le consulte le jeudi pour vous proposer un thème à traiter le lendemain. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir en pages 2 et 3, excusez du peu, de l'édition d'hier, donc, un long papier entretien avec Laurent Wauquiez. Monsieur Wauquiez, vous vous en souvenez sans doute, c'est celui qui a fait le tour des plateaux télé pendant 2 mois pour nous dire que la participation de LR au gouvernement était une faute, une erreur, avant de manœuvrer euh, sans aucune discrétion d'ailleurs dans la finalisation de la constitution du gouvernement Lecornu 2 pour se retrouver place Beauvau. Le Figaro titre à son sujet que son ambition est intacte et il suffit de lire la première ligne pour comprendre la nature de la dite ambition. Je cite, gagner dans la défaite. Alors, il faut dire qu'en matière de défaite, Laurent Wauquiez s'y connaît un peu. Pour lui et pour son parti, autoproclamé deux gouvernements, il y a eu 2012, 2017, 2022, et pas que d'un peu en 2022. Rappelons que Valérie Pécresse n'a même pas atteint le score de 5% lors de la dernière élection présidentielle, obligeant cette grande bourgeoise à mendier sa dette auprès des Français. Pour Wauquiez, la liste ne s'arrête pas là. En 2024, il a été contraint de compter sur le désistement de la France insoumise pour être réélu dans sa Haute-Loire, un cheveu, avant de perdre lamentablement, un an plus tard, l'élection à la tête des Républicains. Après sa danse du ventre devant les macronistes et les socialistes pour exister au sein du bloc central, il serait même devenu la personnalité la moins aimée des Français, avec 75%, Richard, 75% d'opinion défavorable. Et pourtant, donc, Laurent Wauquiez a droit aux pages 2 et 3 du Figaro, où pourtant, nous dit le journal, son ambition reste intacte. Peut-être Laurent Wauquiez se Notre désir console-t-il aussi. notre désir aussi. Et peut-être se console-t-il, ce monsieur Wauquiez, en tournant la page 3 du même journal, du même Figaro, qui consacre un article, figurez-vous, à Manuel Valls, autre loser de la politique accroché comme une moule à son rocher, à cette ambition. Manuel Valls qui qualifie son éviction du gouvernement d'incompréhensible et de mesquinerie. Mais qu'avons-nous fait, Richard, pour nous infliger tout cela sur les réseaux sociaux? Le lanceur d'alerte Pierre Sautarel, encore lui, a tenté une explication que je trouve assez convaincante. Il écrit: en politique aujourd'hui, on ne demande plus de résultats, on admire les ruses, on veut être initié, pas citoyen, admiratif des manigances, complice des tromperies. À l'image, au fond, des séries, des livres, de la fiction dans son ensemble, la politique est désormais trustée par la figure de l'anti-héros. Quand on ne croit plus au bien ni au mal, seul le pouvoir l'emporte. Cette fascination devrait aussi nous interroger. Et, et il y a effectivement quelque chose de stupéfiant. Alexandre de Galzin en parlait tout à l'heure, dans la manière dont Manuel Valls euh, mange à tous les râteliers et ensuite, une fois que le râtelier s'écarte de lui, il a beau tendre les dents et la mâchoire et les lèvres, plus de foin. À ce moment-là, il explique ces raisins sont trop verts pour moi et donc il vient d'expliquer que le macronisme est en fait tout sauf une véritable politique. La formule exacte était euh, le macronisme a été la négation du politique. Comment est-ce qu'on peut être dans la peau de Manuel Valls et être à ce point-là dépourvu du plus élémentaire sens de l'honneur? Parce que psychologiquement, Manuel Valls incarne le macronisme, il l'a même précédé d'ailleurs. Quand il était Premier ministre, on se rappelle de la guerre qu'il y avait eu entre Emmanuel Macron et Manuel Valls au moment de désigner le futur candidat naturel de ce camp à l'élection présidentielle. Et la réalité, et ça, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais on a été un certain nombre à le dire depuis quelques années, c'est que quand un mouvement politique se résume à l'agglomérat de psychopathes dénués de toute forme de morale, et ben à la fin, ils se bouffent entre eux. Et donc, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'on entende un Gabriel Attal au journal de TF1 nous expliquer qu'il ne comprenait plus rien
aux décisions de celui qui l'a sorti de l'anonymat. Il n'y a rien d'étonnant à ce que M. Philippe, revenu du Havre, se mette lui-même à attaquer Emmanuel Macron, et à ce que Manuel Valls, après avoir rampé pour devenir ministre des Outre-mer, se retourne aujourd'hui contre le macronisme et en fasse un bilan quasiment dans sa nature même, si vous voulez, qui n'était pas différente il y a quelques mois lorsqu'il a accepté ce poste de ministre des Outre-mer. Et on apprend dans la presse que aujourd'hui, un certain nombre de ténors du Parti Renaissance considèrent qu'Emmanuel Macron veut les tuer. Et ça peut paraître complètement contre-intuitif. On se dit, mais pourquoi aurait-il intérêt à tuer ceux qui l'ont porté au pouvoir? Eh bien, précisément parce que vous ne trouvez chez eux aucune forme de loyauté, mais simplement une conjonction d'intérêts, et ces intérêts varient aujourd'hui. Ils ne sont plus dans le sens d'Emmanuel Macron, et donc Emmanuel Macron, d'une certaine façon, tue les opportunistes qui l'ont rejoint au moment où ils avaient intérêt à le rejoindre. Il y a un côté mort de Sardanapale chez Emmanuel Macron. Vous vous souvenez de ce tableau qui est au Louvre, si je ne m'abuse, mais aussi bien je me trompe et il est ailleurs, et où Sardanapale, couché sur son lit, fait égorger autour de lui ses chevaux, ses odalisques. Et là, la fin de règne crépusculaire de Macron, qui en est réduit à briller comme une comète de troisième ordre dès qu'il sort de France, en allant à tous les sommets internationaux possibles, s'accompagne effectivement d'une volonté de nuire. Plusieurs macronistes le disent, le répètent, dans les journaux où vous les avez lus, dans la lettre Politico. En fait, le patron veut tous nous supprimer. En fait, secrètement, il désire la dissolution. Il désire que le bloc central périsse et que ce socle qui n'a pas su le porter, eh bien, ensevelisse tous ceux qu'il constituait. Là aussi, c'est assez surprenant c'est assez surprenant. On comprend bien qu'il a envie de tout casser puisqu'il n'a réussi à rien bâtir. Mais le fait qu'il considère que personne n'est digne de lui succéder et que d'une certaine manière, le macronisme ne peut être incarné que par Macron et que donc si ce n'est pas lui, que tout périsse. Là aussi, ça jette à nouveau une lumière crue et étrange sur la psyché d'Emmanuel Macron. Oui, alors je ne suis pas psychiatre, ni toxicologue du reste. Donc j'ai un peu de mal à saisir le comportement d'Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Il est évident qu'on se heurte à une psychologie maintenant depuis quelques années et qu'il y a dans sa démarche quelque chose qui est quasiment de l'ordre de l'auto-sabordage, pour pas dire du suicidaire. Parce que au fin fond de sa conscience, Emmanuel Macron sait bien qu'il ne pourra pas tenir jusqu'au bout et que s'il tient, ce sera vraisemblablement au prix de l'image qui restera de lui dans l'histoire. Il y a un côté un peu colonel Kadhafi, si vous voulez, chez Emmanuel Macron, d'un jusqu'au boutisme qui le met lui-même en danger. Et donc là, il en est à liquider ses principaux lieutenants parce que, enfermé sans doute dans une cour d'ivoire, avec une forme de paranoïa ambiante, il considère que les raisons de son échec sont à trouver non pas en lui, mais à l'extérieur de lui et au plus proche de lui, c'est-à-dire chez ceux qui n'ont pas été à la hauteur au sein du gouvernement, au sein du parti présidentiel et qui auraient contribué d'une certaine manière à son discrédit. Or, le problème, c'est avant tout Emmanuel Macron et la bande d'opportunistes qui l'a rejoint, c'est sûr, et sans qui Emmanuel Macron n'aurait jamais pu devenir ce qu'il est devenu. Mais le fin fond du problème, c'est Emmanuel Macron. Et quand il faudra chercher un responsable, les Français se tourneront vers Emmanuel Macron. Et plus cette crise aura duré, plus il aura été impossible d'en sortir par des voies démocratique, par des voies institutionnelles, plus nécessairement les conséquences seront désastreuses pour Emmanuel Macron. Je pense qu'il ne peut pas l'ignorer et qu'il y a donc dans sa démarche quelque chose quasiment de l'ordre du suicide personnel.
Vous nous avez parlé d'Attal, Wauquiez et Macron, mais évidemment, il y a un personnage qui est absolument surprenant, c'est Édouard Philippe, donc, qui a été un Premier ministre assez falot, voilà, qui a essayé de se donner un peu de substance pendant la crise du Covid, avec des déclarations un peu embarrassantes quand on les relit aujourd'hui, enfin embarrassantes pour lui. Et on a l'impression que le système médiatique l'a tenu à bout de bras depuis 5 ans, puisque ça fait 5 ans en fait qu'il est en campagne présidentielle. Ça fait 5 ans qu'on nous explique que c'est le successeur d'Emmanuel Macron. Et là, on a l'impression que enfin son étoile pâlit et que peut-être que le système médiatique va arrêter de le maintenir en vie artificielle. Pardon, Richard, c'est moi qui vais poser une question, une fois n'est pas coutume, mais vous parlez d'un système médiatique qui tient une partie du bloc central à bout de bras. Trouvez-vous normal, fort de ses exploits et de ses résultats électoraux, que le Figaro consacre encore 2 pages, page 2, page 3, à M. Wauquiez et aux Républicains? Il y a une tentative désespérée d'une part de la presse bourgeoise, disons les choses très clairement, qui tantôt penche à gauche, tantôt penche à droite, de maintenir coûte que coûte ces gens-là au pouvoir. Et donc on voit revenir tels des zombies, des Édouard Philippe, des Xavier Bertrand, maintenant, qu'on présente peut-être comme une option pour 2027. Ça veut dire aussi qu'il y a une forme de complaisance d'une partie de l'électorat qui, d'une certaine façon, tolère cela. Parce que ça ne pourrait pas fonctionner pour des journaux ou pour des médias autres si il n'y avait pas un climat ambiant qui favorisait ce genre de... Moi, j'ai été frappé un jour, j'ai été, pour tout vous dire, sur la place du Vieux Marché à Rouen, sur laquelle a été euh, immolée Sainte-Jeanne d'Arc, et j'entendais au café à côté de moi 2 hommes parler en expliquant que Macron était mort et que la solution, désormais, c'était Gérald Darmanin. Vous voyez? Formidable. Euh, Ça en dit quand même long sur la capacité d'une époque au discernement, sur son aptitude au discernement. Et on a l'impression que dans le champ politique aujourd'hui, c'est l'amnésie un petit peu générale et le commentaire, l'analyse, effectivement, des habiletés d'un jour. Sauf que là aussi, ça a ses limites. Rappelez-vous Sébastien Lecornu, qu'on nous a vendu depuis 2 3 ans comme étant le grand stratège de la Macronie, et qui détient le triste record du gouvernement le plus éphémère, 27 jours sous la Ve République, preuve que son habileté n'était peut-être pas aussi grande qu'on le disait, ou preuve peut-être que malgré son habileté relative, il était entouré de personnes encore plus incapables que lui. Voilà, donc je crois que c'est l'état des choses lamentable dans lequel on est, mais à nouveau, je le dis, il y a peut-être une forme de complaisance dans cette espèce de fange où tous les coups deviennent permis, où on dédie d'un jour sur l'autre, et finalement, ni les journalistes politiques, ni même la plupart des Français ne sont capables d'être révoltés par cet état des choses. Alors, évidemment, dans l'analyse que vous faites, on sent le souci du pays qui vous anime et on sent évidemment le rejet de cette classe qui l'abîme. Et il y a toujours ces sondages un peu étonnants. Donc, on a appris, Le Point en parle dans un article, que le dernier sondage de l'Institut Cluster 17 nous explique que Le Cornu est à la 3e place des politiciens préférés des Français, derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et alors là, j'avoue que j'ai été, comment dire, incapable de prêter un sens à ce sondage. Il en faut peu aux Français. Il y a 2 solutions. Soit on considère que les sondages mentent, et il est certain que les sondages reflètent l'opinion, mais la fabriquent aussi, ça c'est sûr. En revanche, je ne crois pas qu'ils mentent. Soit on se dit, il y a quand même une forme d'immaturité politique au sein du peuple français. Et la vérité, c'est qu'on peut détester Emmanuel Macron, honnir ce qu'il a fait à la France, mais les Français ont quand même voté pour lui 2 fois, et pas qu'un peu en 2022. Vous avez tout un tas de personnes qui ne votent plus Emmanuel Macron, mais qui sont convaincus que le salut vient de sa béquille, à savoir de Marine Le Pen aujourd'hui. Donc on a quand même l'impression d'une forme d'enfance de la politique dans ce pays qu'on disait plus politique que les autres,
mais qui en réalité semble avoir 3 trains de retard sur ses voisins, comme l'Italie, par exemple, sur la Hongrie, ou même plus loin sur les États-Unis, ou en traversant la Manche sur le Royaume-Uni. Et donc, avec un peu de cynisme, puisque c'est la marque de l'époque, on considérerait que la France, ou les Français en tout cas, méritent aussi un petit peu ce qui leur arrive. Et que dans un État qui les déresponsabilise toujours, qui refuse de leur faire payer le prix de leur inconséquence, eh bien, eux-mêmes, en réalité, se comportent comme des tyrans démocratiques, allant un jour vers l'un, un jour vers l'autre, toujours dans l'impasse, mais sans jamais vouloir en assumer la responsabilité. Et donc, effectivement, peut-être qu'on n'a pas assez dit aux Français que ça avait été complètement stupide et la preuve d'une bêtise abyssale que de revoter pour Emmanuel Macron en 2022, après s'être déjà trompé en 2017. On leur dit peut-être pas assez qu'aujourd'hui, plébisciter Édouard Philippe ou même Sébastien Lecornu, c'est démontrer un aveuglement et un niveau d'affaissement intellectuel considérable, parce qu'on a tous voilà, des marmites à faire bouillir, c'est sûr, mais je crois qu'à un moment, il faudra quand même mettre les Français devant leur irresponsabilité, parce que c'est cette même irresponsabilité qui conduit aujourd'hui à l'effondrement du pays. Et on a parlé beaucoup de la crise des finances publiques. Il y a un sujet qu'on évite toujours dans cette crise des finances publiques, et quand vous en parlez à gauche, à droite, on s'en rend très vite compte, c'est celui d'une forme de clientélisme. Et les Français sont tous aujourd'hui d'accord pour faire des économies chez les autres, parce qu'ils se sont habitués, ils sont baignés aujourd'hui dans cette politique clientéliste, cette politique de l'intérêt qu'on retrouve du côté de ces acteurs, comme Laurent Wauquiez, Manuel Valls ou encore Sébastien Lecornu. Juste quand même, petite parenthèse, parce que ça n'a pas été dit, pardon, c'est une analyse de très très bas niveau, mais on a commenté le coût du poireau sur le marché de Vernon, vous vous rappelez, avec Tout à fait. Sébastien Lecornu. Je me suis posé la question de pourquoi le poireau, et pourquoi pas les carottes, pourquoi pas les pommes de terre. Et en fait, j'ai compris pourquoi le poireau, parce que le poireau, dans un sac qui doit faire 20 ou 30 centimètres de hauteur, c'est le seul légume qui se voit. Et comme par hasard, comme quand par hasard on rencontre un journaliste de Paris Match sur le marché de Vernon en allant faire son marché, ben c'est mieux d'avoir un poireau dans son cabas plutôt que des pommes de terre ou des navets. Ouais, effectivement, le poireau se voit. Mais merci, c'est une observation très fine. Voilà, c'est cette espèce de fausse familiarité, de faux sens du peuple. C'est exactement un truc de macronien. Revenons encore un tout petit peu, puisque voilà, il nous reste du temps sur le sondage. D'abord pour se féliciter du fait que Édouard Philippe est maintenant coincé en bas de l'échelle, juste derrière Attal et juste devant Mélenchon. Il a perdu 15 points en un mois. Donc vraiment, c'est la gamelle la plus totale. Et aussi, il faut comprendre pourquoi Sébastien Lecornu est à 31%, si je ne m'abuse. C'est en fait les électeurs macronistes qui sont surreprésentés comme d'habitude pour l'applaudir. Il y a avec à chaque fois cette espèce de... On joue à front renversé avec l'ensemble des Français, mais ils sont tellement enthousiastes à l'idée de dire que Lecornu est génial, qu'à eux seuls, ils réussissent à lui faire atteindre un bon score, mais il n'y a que son petit socle qui le prise, et les autres, en fait, le méprisent ou surtout ne le considèrent pas. Donc, comme d'habitude, ces moyennes sont suspects. Alors, on pourrait dire ça aussi, d'ailleurs, de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, mais non, quand on regarde ce qui fait leur popularité, certes, ils sont violemment attaqués par l'extrême gauche, mais disons que les autres partis sont moins sévères à leur égard, alors que, enfin, les électeurs des autres partis sont moins sévères à leur égard, alors que pour Lecornu, sans les macronistes, lui aussi, il serait en train de manger le goudron au niveau où on le met. Alors, celui qui est, en revanche, absolument détesté, et dire le journaliste du Point, avec un peu de cruauté, le dit, il était au niveau de Valérie Pécresse, donc je crois qu'il est quand même l'étiage le plus dramatique de la société française politique. C'est Emmanuel Macron, voilà, qui n'a plus que 15% d'opinion favorable et qui ne cesse de descendre peu à peu vers sa fin. Alors, je crois qu'il s'en moque, en fait. Il est persuadé qu'il peut rester comme un lion superbe et généreux, isolé en son Élysée. Là aussi,
Est-ce qu'il n'y a pas un défaut des institutions où quelqu'un qui est à ce point-là méprisé et même détesté, et qui surtout témoigne d'une volonté de ne pas du tout respecter l'esprit des institutions? Après tout, quoi qu'on pense de Gaulle, il a créé une constitution à sa main, et quand il a jugé que les conditions de son départ étaient remplies, il est parti. C'est-à-dire, autrement dit, quand il a perdu un référendum, il n'a pas expliqué que ça ne signifiait rien. Non, il est parti. Là, Emmanuel Macron s'accroche désespérément au pouvoir, et on a l'impression qu'il ne mesure absolument pas à quel point, non seulement en France, il n'a plus aucun avenir, vraisemblablement, mais à quel point dans le reste de l'Europe, il est observé mais comme un zébulon extraterrestre. Sans doute que quand on évolue en politique à ce niveau-là, il faut être animé par une sorte de logique antifragile. C'est-à-dire que plus on vous tape dessus, plus vous êtes fort, plus vous vous battez. Et ça, c'est vrai de tout temps. Ça a été vrai aussi pour le général de Gaulle, qui s'est retrouvé esseulé. Il fallait tenir contre la défiance de nationalité, contre les titres de journaux en 40, en 41. Simplement, la différence entre cette époque et la nôtre, c'est que cette ténacité, cette antifragilité qui marque un certain nombre de personnalités politiques, est doublée d'une forme de relativisme moral. C'est-à-dire que De Gaulle n'était pas dérangé par le fait d'être seul s'il avait le sentiment d'être dans le droit chemin, sur le juste chemin. Aujourd'hui, c'est pas grave d'être seul, c'est peut-être même la preuve qu'on a raison contre tous, et c'est pas grave non plus d'abîmer la France. C'est pas grave non plus d'abîmer les institutions. C'est pas grave non plus d'abîmer la fonction présidentielle. Peut-être que les institutions de la Ve République ont au contraire démesurément protégé l'homme au nom de la protection de la fonction. Et il est certain que dans un nombre de pays qui ne sont pas des démocraties gauchistes, cette situation aurait été terminée depuis un certain temps. Il est vrai aussi que dans une démocratie française fonctionnelle, c'est-à-dire avec de véritables contre-pouvoirs, tant d'un point de vue juridique, je ne dis pas judiciaire, je dis juridique, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, pas pour faire de la politique, hein, mais tout simplement pour faire respecter la lettre des institutions et de contre-pouvoirs politiques avec de vraies oppositions, cette situation non plus n'aurait pas perduré. Donc, Emmanuel Macron a bouleversé à ce point l'écosystème qu'aujourd'hui, il a intégré d'une certaine façon ses propres contradictions à sa logique. Et je crois que cette ténacité, cette indifférence morale, cette intégration de ses propres contradictions à sa façon de fonctionner, font qu'il tient dans la durée. Après, il y a une autre explication. Vous parliez des sondages sur Sébastien Lecornu, me semble-t-il, c'est que plus que jamais, la sociologie a pris le pas sur la politique. Or, la sociologie, ce sont les intérêts. Rappelez-vous, à l'époque, la gauche, vous aviez une gauche ouvrière, et puis vous aviez une gauche bourgeoise, une gauche caviar. Aujourd'hui, la segmentation politique recoupe la segmentation sociologique, et donc la logique des intérêts. Et quand on est dans la logique des intérêts, bah, finalement, on se soucie assez peu de la question du bien et du mal ou de la question du temps moyen. Il suffit que Sébastien Lecornu ait donné le sentiment de tenir sur la question des retraites, par exemple, de la réforme des retraites, ou d'avoir entourloupé le PS sur cette question, pour que, je fais simple, les boomers macronistes qui soutiennent le bloc central depuis 2017 s'en satisfassent. Et tant pis pour le reste. Regardez, cher Richard, on a beaucoup parlé entre nous de la question de l'euthanasie, par exemple. Regardez comme la droite bourgeoise prétendument catholique s'est vendue au macronisme par simple intérêt pécunier, euh, alors que c'était le monsieur de la loi bioéthique, c'était le monsieur de la loi euthanasie, c'était le monsieur de la constitutionnalisation de l'avortement. Et si aujourd'hui cette bourgeoisie catholique se retourne contre Emmanuel Macron, ce n'est pas comment dire, par outrage moral, c'est parce qu'elle a bien compris que son portefeuille était menacé par Emmanuel Macron. Et donc, dans un monde où seule la sociologie et donc l'intérêt importent, eh bien, vous pouvez maintenir à flot des gens comme Sébastien Lecornu, qui n'ont aucune colonne vertébrale, qui déshonorent la France tous les jours par leur médiocrité, mais qui vont servir
des clientèles électorales, et eux l'ont bien compris. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle des gens comme Wauquiez, malgré les défaites, se permettent de maintenir d'une certaine façon leurs ambitions et de continuer à les étaler sur la place publique, parce que vous évoquez le cas d'Édouard Philippe, eh ben, c'est comme en bourse, et eux, ils le savent. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et il y a des bas, et puis il y a 4 ans, Édouard Philippe, il était au plus bas, et il y a un an, il était au plus haut, parce que les Français, pris dans des logiques d'intérêt, bah, jouent le coup par coup, d'une certaine façon, en oubliant ce qui s'est passé, et en oubliant tout ce qui dépasse leur petit intérêt bien compris. Les Français qui oublient ce qui dépasse leur intérêt bien compris, c'est effectivement c'est le sort. On a l'impression de toutes les consultations électorales depuis longtemps. À chaque fois, chacun ne vise que son intérêt immédiat et personnel. Même les patrons d'entreprise, d'ailleurs, sont en train, qui eux aussi ont fait partie de ceux qui soutenaient Macron, ont d'abord démontré pendant tout le temps que Macron a été au pouvoir qu'en fait, ils ne saisissaient pas les cadeaux que leur faisait Macron pour améliorer une politique générale. Ils ont d'abord servi leur entreprise, mais c'est parce que et les Français et les entrepreneurs se disent qu'il n'y a aucun avenir en fait à ce pays et que les sacrifices qu'on leur demande, ça consiste uniquement à jeter leur argent et leur énergie et leur volonté et leurs efforts dans un tonneau des Danaïdes. L'État est irréformable et ils ne voient pas pourquoi c'est eux qui feraient en fait le premier pas. On comprend que chacun défende son assiette plutôt que de songer à celle du voisin, parce que l'État est le premier qui donne l'exemple d'une irresponsabilité totale. Et ils placent chacun dans une situation ambivalente. C'est-à-dire qu'à la fois, vous payez votre salarié 1000, vous dépensez 2000, 1000 pour lui, 1000 pour les cotisations diverses et variées, et en même temps, on distribue 150 milliards d'euros d'aide aux entreprises chaque année en France. Et pour avoir accompagné, pour tout vous dire, des patrons au début de la crise du Covid et même dans son prolongement, j'ai pu observer comme ces gens qui se revendiquent d'un libéralisme pur étaient biberonnés et satisfaits de l'être par les aides d'État pendant le Covid, et ils ont demandé que cela se poursuive. C'est-à-dire que ces gens qui vont donner aujourd'hui, notamment dans le Figaro, Yep. des leçons de liberté économique, de libéralisme qui viennent sur les grands principes, etc., quand il a fallu couper la pompe des aides publiques durant le Covid-19, ils étaient vent debout. Et ils se régalaient avant qu'on leur permette de gagner des sous sans travailler. Vous voyez? Et à nouveau, la logique de l'intérêt plutôt que celle d'une forme d'éthique, d'une éthique personnelle qui considérerait qu'après tout, eh bien, la liberté économique suppose à la fois un niveau de taxe assez faible, mais en même temps une véritable responsabilité. C'est ce qu'on a pu voir aux États-Unis. Je vous rappelle que Lehman Brothers fait faillite parce que le gouvernement américain, c'était pas du tout le capitalisme de connivence, considère que Lehman Brothers a commis des erreurs et qu'il doit en assumer les conséquences et que c'est pas aux contribuables américains de venir sauver Lehman Brothers avec la suite que l'on connaît. Là, nous, le capitalisme français, il n'est pas du tout dans cette situation-là. C'est-à-dire que certes, il est enferré par l'État tentaculaire, mais il est très content aussi de trouver l'État tentaculaire quand, quand il en a besoin. Et donc tout a été un peu perverti et cette logique de l'intérêt immédiat l'emporte sur tout. Et c'est la raison pour laquelle, tant du côté de la société civile que du côté des partis politiques, il a été parfois si difficile de trouver des relais à des paroles de bon sens et à des mesures qui auraient permis à la France d'éviter la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Rémy Tell. Voilà, ou comme Merci à vous. d'habitude, quand on part des politiciens les plus nuls, on finit par arriver à la France. Et la France, elle non plus, ne veut pas mourir, mais en revanche, ces politiciens qui s'acharnent au pouvoir sont véritablement en train de la faire crever. Merci beaucoup pour votre analyse. Oui, pardonnez-moi, il nous reste 10 secondes. J'ai juste un tout petit mot, dans 100 secondes. Il y a quand même une opportunité de mettre fin à ce cirque, ça s'appelle les élections municipales. Je vous rappelle que si le Sénat, les LR de M. Retailleau ont pu accompagner le macronisme depuis 2017, c'est parce que des maires ont voté pour ces sénateurs
Et donc, si vous voulez éteindre les Républicains, il y a une solution, c'est de ne pas voter pour eux aux élections municipales, quand bien même ils auraient été de bons maires depuis 2020. Et ben voilà, petit message d'espoir pour LR. Merci, Voilà. merci beaucoup Rémy Tell.